C'est un concept nouveau pour promouvoir la destination Burkina Faso. Burkina Day, première édition, s'est tenue hier à New York. À l'occasion, un forum économique a regroupé des hommes d'affaires du Burkina Faso et des États-Unis en présence du président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré est rentré de New York ce samedi et il dresse un bilan satisfaisant de la participation du Burkina Faso à la 72e Assemblée générale des Nations unies. À Bobo-Dioulasso, près de 2000 promoteurs de projets ont reçu des chèques de la part du gouvernement burkinabé. Cette remise de chèques entre dans le cadre du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, un programme lancé par le gouvernement pour faciliter l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes. En politique, le Parti écologique pour un développement nouveau répond à des voix qui s'élèvent pour demander le retour de l'ex-président Blaise Compaoré. Pour ce parti, un éventuel retour de l'ex-président pourrait avoir de conséquences sur la stabilité du pays. Le PEDN a été face à la presse ce samedi pour faire sa lecture sur le sujet. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, la première édition de Burkina Day s'est tenue hier à New York. Burkina Day est un concept initié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur pour faire la promotion de la destination Burkina Faso. L'événement a débuté par un forum économique en présence du président du Faso, un forum qui a réuni des opérateurs économiques burkinabés et américains. Le reportage de nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Des opérateurs économiques burkinabés et américains réunis pour parler affaires. C'est l'un des grands moments du Burkina Day, un concept inédit organisé par le ministère des Affaires étrangères pour promouvoir le label Burkina. L'idée est de pouvoir faire connaître le Burkina dans ses différents domaines économiques, montrer les potentialités d'investissement dans ce pays, mais également les potentialités touristiques, culturelles du pays. Donc Burkina Day, c'est en deux volets, le volet économique, le volet développement donc, et le volet culturel et touristique. Et pour une première, le président du Faso est là pour apporter la caution politique, rassurer et convaincre les plus réticents à venir investir au Burkina. En ce qui concerne notre pays, les potentiels dans lesquels les investissements peuvent se faire sont assez nombreux. Ils vont depuis les questions qui concernent l'éducation, qui concernent l'eau, par eau potable, j'entends bien adduction d'eau potable, que construction de barrages. Il y a également tout ce qui concerne la transformation des produits locaux, petites et moyennes entreprises. Nous avons également les secteurs de la santé, où il nous faut relever les niveaux des plateaux techniques, afin d'améliorer la santé également des populations. Nous avons tout ce qui concerne également les pipelines pour la conduite du gaz et de carburant à partir du Ghana ou la Côte d'Ivoire, qui sont également intégrés dans le programme. Nous avons également la fibre optique ou l'interconnexion avec Internet, qui sont également des priorités dans le cadre de ce programme, sans compter évidemment tous les autres aspects qui concernent les mines, où nous avons des mines d'or, des mines de manganèse qui sont encore en cours d'exploitation, et tout ce potentiel-là, ce sont des domaines dans lesquels l'investissement peut se faire et où nous pouvons entretenir, au regard en tout cas de la qualité des hommes d'affaires que nous avons ici, des relations, je dirais, intéressantes. Et pour tous les hommes d'affaires présents, c'est l'occasion de nouer des contacts, de vendre son savoir-faire, bref, de faire du business. Nos atouts les plus importants, c'est le secteur agricole, c'est-à-dire les matières premières locales de base. Il y a les mines, bien sûr, mais il y a l'agriculture qui donne une vaste possibilité de créer des entreprises agro-industrielles. Vous savez que dans l'agro-industrie, il regroupe le travail du textile, mais également le travail alimentaire, c'est-à-dire la transformation des produits du cru en produits de consommation. Et c'est là où se trouve véritablement la chance d'un pays comme nous. Et nous pouvons nous appuyer sur l'expérience des pays qui sont en avance. I believe that Burkina Faso
Le Burkina Faso est une destination intéressante pour divers investissements. C'est pour cela que nous sommes là, pour explorer les opportunités. Également, ça a permis à la Chambre de commerce de présenter le projet. Vous savez, on a un projet phare donc, de Africalia qui se tiendra donc, en 2018. Donc, de présenter donc, le projet et inviter les hommes d'affaires américains et également les hommes d'affaires burkinabés résidant aux États-Unis de venir y participer. Et pour cette première, les organisateurs de Burkina Day affichent leur pleine satisfaction. Les enseignements de cette première édition seront tirés pour améliorer les prochaines et pourquoi pas l'étendre à d'autres pays. Et juste après ce forum économique, le président du Faso s'entretient ici avec la communauté burkinabé vivant à New York. L'occasion de recueillir leurs préoccupations, mais aussi de partager sa lecture de la situation socio-économique actuelle du pays. Et à New York, le président du Faso a eu un tête-à-tête avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Roch-Marc Christian Kaboré et Antonio Guterres ont évoqué plusieurs sujets d'actualité. Ils ont notamment échangé sur la lutte contre le terrorisme et sur l'opérationnalisation du G5 Sahel. Voilà, le président du Faso a regagné Ouagadougou en début d'après-midi ce samedi. Et comme à l'accoutumée, il a fait le point de son séjour à l'aéroport international de Ouagadougou. Roch-Marc Christian Kaboré est satisfait de la participation du Burkina Faso à la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Et faisant le bilan de cette participation, il est revenu sur la question du G5 Sahel et sur un nouveau programme de 18 milliards de francs CFA dont le Burkina est bénéficiaire pour la lutte contre le paludisme. On écoute le président du Faso au micro de Moussa Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Nous avons travaillé également sur le G5 Sahel avec les pays qui étaient présents, plus la France, donc à travers son chef de son président, plus les États-Unis qui étaient représentés et l'Allemagne. Il s'est agi pour nous de réaffirmer la nécessité de faire en sorte que le budget, en tout cas de cette force multinationale, soit effectivement bouclé d'une part, mais également de profiter de la révision qui aura lieu bientôt de la situation au niveau du Sahel par le secrétaire général de l'ONU pour redemander le relèvement du niveau de la force d'intervention multilatérale et également de faire en sorte que les militaires que nous allons affecter à cette mission puissent être au minimum payés au même niveau que ceux qui assurent, je dirais, le maintien de la paix dans ces zones-là. Je pense que c'est un minimum et nous avons insisté pour que cela soit. En attendant, il y aura probablement une mise progressive, en marche progressive de cette force et je voudrais dire simplement que des opérations ponctuelles pourraient être organisées durant cette période en attendant que les rencontres que nous allons avoir ultérieurement au niveau du G5 et de l'ensemble de ces pays des pays développés nous permettent de mobiliser donc les ressources dont nous avons besoin. Je voudrais préciser en plus que l'Union africaine a pris en charge également, au-delà de l'Europe, de contacter les autres pays arabes, asiatiques, pour voir dans quelle mesure ils peuvent s'investir également dans le financement de ce projet de lutte contre le terrorisme. Toujours en marge, nous avons le Burkina Faso a été bénéficiaire de l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme. Et à ce titre-là, le Burkina Faso, à partir de 2018, bénéficiera à travers l'USAID de 14 milliards de francs CFA pour mener donc cette lutte-là, ce qui pour nous est une très bonne nouvelle, puisque le Burkina Faso, en plus de 4 autres pays, donc ont bénéficié donc, de ce programme-là. Le président du Faso s'est également prononcé sur une question d'actualité, à savoir la situation dans le village de Lougou. Ce village, situé à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger, est l'objet de tensions après l'apparition de l'or dans la localité. Un litige entre Nigériens et Burkinabés qui devrait se régler d'État à État, selon le président du Faso, que nous écoutons toujours au micro de Moussa Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Nous en avions discuté également avec le président Issoufou
je crois que c'est une question qui trouvera très rapidement une solution. Vous pouvez ne pas vous inquiéter sur ce problème. C'est normal que quand il y a de l'eau, tout le monde se précipite dessus, mais bon, il y a des réalités du terrain aussi dont il faut tenir compte. Et donc, nous allons prendre les dispositions d'État et État pour régler cette question-là. Autre point de l'actualité, le poste de police du camp des réfugiés de Mentao à Djibo a été attaqué hier soir aux environs de 19h par des hommes non encore identifiés. Le poste a été incendié selon des sources sur place, mais heureusement, on ne dénombre pas de pertes en vie humaine. On apprend aussi qu'une patrouille de l'armée burkinabé en partance pour le même camp a sauté sur une mine, faisant des blessés légers. Et dans la lutte contre l'insécurité, le Burkina Faso peut désormais compter sur la 43e promotion des élèves sous-officiers de gendarmerie. Composée de plus de 730 gendarmes, cette promotion a effectué sa sortie hier au camp Ouessé Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Ils ont prêté serment devant la hiérarchie militaire et devant le Premier ministre qui a présidé la cérémonie. Le reportage de Karim Ilboudo et Moumouni Ebaro. Ceci est une démonstration, preuve que ces jeunes soldats ont appris avec efficacité les techniques de défense et de sécurité. Des années passées, à l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie, ces jeunes sous-officiers au nombre de 739, dont 25 filles, ont non seulement appris le maniement d'armes, mais aussi ils ont approfondi leurs connaissances dans l'enseignement général, juridique et professionnel. Aujourd'hui, ils viennent de recevoir les épaulettes, appartenant ainsi au corps de la gendarmerie pour défendre la patrie. Le début a été un peu difficile, mais avec le fil du temps, on s'est mis au travail et bon, à la fin, je pense qu'on a été sorti vainqueur. Pour mener à bien sa mission, cette 43e promotion des élèves sous-officiers de la gendarmerie, baptisée Kinizi Wakabi, a bénéficié du soutien d'un parrain qui s'y connaît à la matière. Avec la sortie de la 43e promotion de l'élève sous-officier, ce sont de nouvelles compétences mises à la disposition des forces armées nationales qui contribueront sans doute au renforcement des capacités humaines des forces de défense et de sécurité, répondant ainsi à un besoin pressant pour relever les défis sécuritaires. Au regard du contexte sécuritaire difficile marqué par des attaques terroristes dans notre pays, le Premier ministre Paul Kabatiba a exhorté ses sous-officiers de la 43e promotion à relever les défis de la sécurité avec détermination et honneur. C'est un renfort important que notre armée nationale et nos forces de défense et de sécurité viennent de recevoir. Donc je voudrais vraiment les féliciter encore et les exhorter vraiment à persévérer dans le travail, à persévérer également en cultivant l'esprit patriotique, le sens du patriotisme de la nation et de l'intérêt général, pour pouvoir tenir sur leurs épaules également la sécurité des Burkinabés et des biens. Avant d'aller sur le terrain, cette promotion a passé les flambeaux à sa cadette pour perpétuer ainsi la tradition. Le dernier acte de la cérémonie, le défilé. Ces élèves sous-officiers se sont exprimés avec fierté devant les parents, les autorités politiques et administratives, ainsi que la hiérarchie militaire. Président parlant du 25e. On reste à Bobo-Dioulasso où près de 2000 femmes et jeunes porteurs de projets ont reçu du gouvernement des chèques dont les montants vont de 100 000 à 1 500 000 francs CFA. Ce appui financier leur a été remis hier par le Premier ministre dans le cadre du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Un programme lancé par le gouvernement conformément à l'axe numéro 3 du plan national de développement économique et social. Karim Ilboudo et Ali Traori. Un geste pour booster un tant soit peu l'économie dans la région des Hauts-Bassins. Et c'est le Premier ministre burkinabé qui est à l'œuvre. Paul Kabatiba remet ici des chèques allant de 100 000 francs à 1 500 000 francs CFA à près de 2000 bénéficiaires du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Un programme qui est inscrit dans l'axe 3 du PNDS. Ça permettra de créer 6 000 emplois directs dans la région de Bobo-Dioulasso et 6 000 emplois indirects. Et surtout, ça permettra donc de développer l'auto-emploi. Vous avez vu les personnes qui ont bénéficié qui étaient présélectionnées pour bénéficier des financements. Ce sont des personnes handicapées, ce sont des femmes, ce sont des jeunes. Ça leur permettra donc de lancer des micro-projets
à des conditions vraiment très très favorables. L'octroi de ce fonds est le couronnement d'un processus enclenché depuis juin 2017. Il permettra à ces jeunes femmes de mieux s'insérer économiquement et socialement dans la société. La satisfaction de la jeunesse des Hauts-Bassins est pleine et entière au regard de l'opportunité que le gouvernement nous offre de voir enfin nos rêves se concrétiser. Je mesure l'ampleur de la responsabilité qui me choisit de m'adresser à vous au nom de l'ensemble des bénéficiaires de la région des Hauts-Bassins qui, à travers ma voix, expriment leur sincère gratitude à son Excellence Monsieur le Président du Faso et à l'ensemble du gouvernement pour la mise en œuvre de ce programme qui vise comme objectif l'amélioration des conditions de vie des jeunes et des femmes. Une chose est de prendre des crédits et une autre est de les rembourser. Le taux d'intérêt de ce crédit va de 0 à 2% selon les promoteurs. Ceux qui vont bénéficier de ce fonds, qu'ils se rappellent quand ils déposaient les dossiers, la souffrance qu'ils ont endurée, les longues files qu'eux-mêmes ils ont vues, qu'ils se rappellent qu'ils étaient dans un besoin et on a répondu à cela. Qu'ils reviennent vers nous pour nous rembourser, pour qu'on puisse mettre ça à la disposition d'autres personnes. Au plan national, 13 000 promoteurs bénéficient de ce fonds qui s'élève à 16,5 milliards de francs CFA. Il couvre une période de 3 ans. Ce programme du gouvernement va certainement sortir beaucoup de jeunes bobolais du chômage, mais à côté, il y a ces jeunes de Bobo du Lasso qui ont décidé de prendre leur destin en main. Ces jeunes qui veulent briser le tabou des sous-métiers se lancent dans des métiers divers. Ils essaient tant bien que mal de gagner leur pain quotidien et cela semble bien marcher. On fait le constat avec Ali Sayon et Moussa Sano. Chômage, manque d'emploi, pauvreté, autant de mots qui minent la jeunesse burkinabé. À Bobo du Lasso, de plus en plus de jeunes refusent aujourd'hui de céder à cette fatalité. Rocher Tegawende Savadougou en est une parfaite illustration. Venu de Ouagadougou, ces vendeurs de mouchoirs arpentent chaque jour que Dieu fait les artères de la ville de Sia, un de ses lieux de prédilection, le rond-point de la nation. Il y a des gens qui me donnent l'argent sans payer l'otis. Il y a d'autres qui payent même, qui me disent il faut garder la monnaie. Parce que la façon que toi tu te battes là, nous-mêmes nous sommes d'accord avec toi. L'aventure de la Lunabé, c'est cet endroit que certains jeunes bouboules ont choisi pour gagner leur vie. On les appelle les pressés. Patrice Kouraougou est l'un d'entre eux. Il exerce dans ce métier depuis une quinzaine d'années. Si les gens gagnent, ils amènent les tickets. Celui qui ne veut pas venir toucher le lendemain, ils amènent les tickets. Nous on paye. Ce qu'on gagne dedans, ça nous suffit aussi. Carrefour, route de Ouagadougou, avenue Nelson Mandela. Cet endroit est aussi prisé par les jeunes bouboules, des transporteurs aux vendeuses de pain en passant par des deux marcheurs communément appelés coxers. On y rencontre tout. Je travaille avec les chauffeurs de Djibouti Gawa. Donc, si un passager vient qu'il part à Djibouti Gawa, moi je les négocie pour qu'il n'a qu'à rentrer dans mon camion. Pour que moi aussi je puisse gagner pour moi, quoi. Eux, ils ont choisi peut-être le métier le plus difficile, docker. Organisés en groupe, les transporteurs et les grands commerçants n'hésitent pas à s'attacher leurs services pour soit charger ou soit décharger leurs marchandises. S'il y a du travail, on peut avoir 4 000, 5 000 par jour. Des fois, on rentre comme ça. Des fois aussi 2 000, 3 000, on peut avoir ça. Sinon, c'est pas facile. Docker, démarcheurs, pousseurs de charrettes, coiffeuses, vendeurs ambulants, pour les jeunes bouboules plus de sous-métiers aujourd'hui. La direction régionale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle des Hauts-Bassins, une adresse qui s'offre à eux pour leur garantir beaucoup plus de chances de réussite. Souvent nous reprochons aux jeunes de ne pas s'informer. Parce qu'il y a au niveau de l'État, souvent des opportunités, mais au finish, vous n'avez pas beaucoup de candidats. À Bobo du Lasso, les jeunes semblent avoir déjà pris les taureaux par les cornes. À la recherche du pain quotidien, ils sont désormais sur tous les fronts. Reste maintenant à profiter des différents accompagnements que l'État peut leur offrir.
Autre point de l'actualité, nous revenons à Ouagadougou pour évoquer cette sortie du Parti écologique pour un développement nouveau. Ce parti interpelle l'opinion nationale sur les conséquences d'un éventuel retour de l'ancien président Blaise Compaoré au Burkina Faso. Le PEDN dit avoir remarqué que des voix s'élèvent pour demander le retour de Blaise Compaoré et ce parti a donc organisé un point de presse pour donner sa lecture sur le sujet. Des précisions avec Salifou Belem et Zalissa Sanfo. Le retour de l'ex-président Blaise Compaoré est une option dangereuse pour le Burkina Faso. C'est la conviction du Parti écologiste pour un développement nouveau, PEDN. Pour ce parti, l'heure est à la consolidation des acquis de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Il est de notre devoir d'attirer l'attention du peuple burkinabé sur aussi les facteurs provoquant aussi l'instabilité. Et pour nous, en ce qui concerne les facteurs provoquant l'instabilité, figure en bonne place le retour aussi des anciens chefs d'État. Parce qu'il suffit de se pencher et de faire un flashback pour comprendre effectivement comment aussi cet ancien chef d'État a quitté le pays. Les premiers responsables de ce parti préconisent alors que le projet soit préalablement examiné afin de déceler les véritables intentions de ceux qui s'en font le porte-voix. Il faut d'abord analyser, effectivement, qu'est-ce qui pousse, quelles sont les motivations extérieures et intérieures qui poussent aussi les acteurs aussi à demander aussi le retour. Nous voulons effectivement qu'il y ait une confrontation avec la justice. C'est vrai, c'est l'idéal. Mais, comme nous le disons, l'agenda du juge ne peut pas être celui de la rue. Le Parti écologiste pour un développement nouveau PEDN appelle à la vigilance des populations. Pour ce parti, qui ne se réclame ni de l'opposition politique et ni de la majorité, il appartient au peuple burkinabé de prendre ses responsabilités en vue de parvenir à la réconciliation nationale. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs demeurent encore une triste réalité au Burkina Faso. Le dernier en date est celui qui a opposé cette semaine des agriculteurs et des éleveurs au campement de Garkéré dans la commune rurale de Tiou. Le bilan fait état des morts et des blessés. On fait le constat avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadougou. Un mort et deux blessés. C'est le bilan de l'affrontement entre agriculteurs et éleveurs à Garkéré dans le département de Tiou-Oyatenga. Selon des témoins du village de Konga, tout a commencé par l'intrusion d'un berger de Garkéré et de son troupeau dans le champ de Tombotieyan. La décision de remettre le berger au groupe d'autodéfense Kolwego de Garkéré est la goutte d'eau qui a fait déborder l'élevage dans ces conflits. Il a dit de laisser l'enfant. Je lui ai dit que je vais le laisser. Vu que je l'ai envoyé jusqu'ici, je vais le laisser, mais je vais vous dire au préalable ce que l'enfant a fait. Suite à cela, j'ai reçu une gifle. Puis j'ai reçu 3 coups de machette au dos et un autre au front. Suite à ces événements, des habitants du village de Konga se sont rendus dans le campement Peul de Garkéré pour, selon eux, récupérer les vélos de leurs frères restés sur place. Nous étions rassemblés le matin quand on a appris qu'ils venaient. Nous les attendions quand ils sont venus de l'autre côté et c'est suite à un coup de fusil que nous avons su qu'ils étaient là. Je me suis précipité avec mon neveu qui trouva la mort lors de ces événements. Les autorités administratives et sécuritaires des 2 départements se sont rendues sur les lieux. Ils ont appelé les 2 camps à la retenue et au calme. Les acteurs de mise en œuvre du projet dénommé Adaptation basée sur les écosystèmes se sont retrouvés le jeudi dernier à Dédougou. Ils ont échangé sur le processus d'inscription du corridor forestier de la Boukoudimoun sur la liste de Ramsar. Le processus a été lancé par le projet EBAFEM en juillet 2017. Des précisions avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Après le lancement du processus de caractérisation du corridor forestier de la Boukoudimoun le 19 juillet dernier, en vue de son inscription sur la liste Ramsar, la liste des zones humides d'importance internationale, une étude a eu lieu par la suite. Et cet atelier, organisé par le projet Adaptation basée sur l'écosystème EBAFEM, vise la restitution et l'appropriation de ce processus d'inscription. L'étude a été menée par le SPCNDD pour caractériser la zone en zone Ramsar, c'est-à-dire en zone humide.
Et aujourd'hui, on est pratiquement au bout de l'étude. Il faut restituer les données aux différentes parties prenantes pour comprendre comment maintenant et continuer la suite du processus. La suite du processus, c'est l'inscription définitive sur la liste Ramsar. Les sites Ramsar revêtent une grande importance pour les populations riveraines et les autorités s'engagent à accompagner ce projet. Et l'avantage, c'est que les communautés qui y vivent pourront exploiter judicieusement ces sites en le protégeant. Et ça renforce aussi le statut des forêts classées qui sont tout au long de cette zone-là, le statut de protection. Et l'autre avantage, c'est les collectivités qui sont autour des zones humides peuvent tirer des avantages des différents services écosystémiques tirés de ces zones-là. Je voudrais ici solliciter l'engagement de l'ensemble des acteurs pour effectivement accompagner le projet EBAFEM dans ce qui est envisagé donc, pour permettre de protéger les zones humides donc, de notre corridor forestier. L'atelier a réuni une cinquantaine de participants venus du centre-ouest et de la Boucoute du Mouhoun. Des journalistes et des représentants d'organisations socio-professionnelles des transports prennent connaissance du règlement 14 de l'UEMOA. Il s'agit d'un texte juridique adopté en 2005 dans le but de protéger le patrimoine routier contre la dégradation. Les bénéficiaires de la formation sont invités à jouer leur partition pour une meilleure connaissance et application du règlement 14 de l'UEMOA. Salifou Belem et Mounira Keri. À l'instar des pays membres de l'UEMOA, la plupart du réseau routier du Burkina est en situation de dégradation très avancée. L'une des causes de cet état de fait est sans contexte la surcharge des véhicules de transport de marchandises. Pour venir à bout de ces pratiques non conformes, l'UEMOA a adopté en 2005 le règlement 14. Et c'est ce règlement qui est au cœur de cette formation à l'intention des journalistes. À l'application, c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Mais nous voulons que les journalistes, les hommes, les femmes de médias puissent nous accompagner à donner l'information juste aux populations pour une meilleure compréhension de l'application de ce règlement 14. Le règlement 14 harmonise les normes et les procédures de contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules poids lourds de transport de marchandises dans l'espace UEMOA. En vigueur depuis 2007, il peine à s'appliquer dans les pays membres de l'espace. Tant que ce n'est pas appliqué concomitamment, les pays de l'Interland ont des problèmes. Si au niveau du port de Lomé, on applique les règlements, au niveau d'Abidjan, on n'applique pas, ou bien si au niveau de Ouagadougou, on applique les règlements 14, or qu'au niveau d'Abidjan, qu'on n'applique pas, ça cause des problèmes. À travers cette session de formation, le ministère en charge des Transports entend imprégner les participants de ses priorités dans la mise en œuvre du règlement 14. Un règlement dont l'application concomitante par tous les pays membres était fixée au plus tard le 1er février 2017 dans les ports et le 1er avril 2017 sur le corridor et les plateformes gérant plus de 200 000 tonnes de fret par an. Le tout premier salon de la pharmacie en Afrique se tiendra du 12 au 14 octobre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'objectif de cet événement est de promouvoir la pharmacie africaine. Ce sera également un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les professionnels de la pharmacie en Afrique. Les initiateurs du salon de la pharmacie en Afrique ont animé un point de presse hier pour donner des détails sur cet événement. Salifou Belem et Vincent Tchendrebego. Un salon de la pharmacie se tiendra en octobre prochain à Abidjan, une première fois en Afrique. Dénommée Pharmafrica, cette activité réunira les professionnels de la pharmacie et de la médecine. Pour la promotrice de l'événement, plusieurs objectifs sont visés. Ça permettra aux professionnels d'échanger, de s'informer des toutes dernières technologies et innovations. À nos étudiants de se familiariser, nous devons leur montrer qu'il y a un monde industriel, un monde agroalimentaire qui peut aussi faire de la gestion pharmaceutique. Et ensuite, nous souhaitons mettre en avant la médecine naturelle et la médecine traditionnelle. Ça sera un lieu d'échange parfait pour cela. Donc, on aura une centaine de stands, 20 conférences, ateliers, tables rondes, des zones de B2B, et des retombées médiatiques pour cette première édition.
L'initiative est visiblement bien accueillie par les professionnels de la pharmacie, lesquels félicitent la promotrice de l'événement. Prévu pour se dérouler du 12 au 14 octobre prochain, Pharma Africa Expo 2017 attend environ 5000 visiteurs. Des communications et des ateliers relatifs au domaine seront à l'ordre du jour. Un mot de cinéma dans ce journal. Le réalisateur burkinabé Tahirou Tassere Ouedraogo a entamé le tournage d'une nouvelle série baptisée Le Trône. Cette série s'attaque à la question de la monarchie. Son tournage mobilise une cinquantaine de personnes et la série devrait être disponible dans 12 mois. Le clap de tournage a été donné ce matin en présence de Roger Kam et Aruna Mari. Le Trône, épisode 1, séquence posée, plan 1, première prise. Une reine à cheval foule le tapis d'honneur d'un stade. Elle est escortée par sa cavalerie et encensée par son griot. La reine marque ensuite une halte pour recevoir les honneurs de sa fanfare avant d'entrer au stade. Ce sont des images de la nouvelle série Le Trône en tournage. Dans cette série, le réalisateur Tahirou Tassere Ouedraogo parle de la monarchie. C'est l'histoire d'un roi malade. La reine, sa femme, que vous venez de voir, va gérer le pouvoir. Mais un seul problème, c'est que le prince Bila, dans le scénario, sa femme, la princesse Raza, veut le pouvoir. Notre souhait aujourd'hui, c'est de faire supprimer la monarchie pour que la démocratie règne. Parce que partout là où il y a la monarchie, on a toujours des problèmes. Du côté de la RTB, cette nouvelle œuvre est très attendue pour étoffer la grille des programmes. Malgré les modestes moyens que nous avons, en tout cas nous nous sommes sentis interpellés quand il nous a présenté le projet. Et aussi, c'est notre devoir d'accompagner en tout cas les réalisateurs pour donner un coup de pouce à la production cinématographique nationale. Nous pensons en tout cas que le film qui sera issu de ce scénario et en tout cas, après le tournage, nous aurons en tout cas une série de belles factures. Pour ça, nous n'en doutons pas. Une fois bouclée, la série Le Trône va comporter au total 52 épisodes. Son budget estimatif s'élève à 1 200 000 €, soit 788 millions de francs CFA. En sport, les champions de la saison en volleyball sont connus depuis hier soir. Il s'agit de l'AS Douane en dames et de l'Étoile filante de Ouagadougou chez les hommes. Ces deux équipes ont battu respectivement l'AS Sonabel et l'USFA par un score identique de 3-0. C'était au Palais des Sports de Ouaga 2000 et on voit cela avec Idrissa Warga et Kini Daba. L'AS Douane en dames succède à l'ASA, l'association sportive de l'avenir. Sylvie Koyo et ses camarades ont battu les électriciennes de Ouagadougou 3-7-0, 25-22, 25-16 et 25-15. Une saison qui s'achève en beauté. Sentiment de fierté qui m'anime présentement parce que ça fait quand même plus de 10 mois de travail pour aboutir ce soir comme championne. Déjà, on est très content. Paris manqué pour l'équipe militaire l'USFA chez les hommes. Les protégés de Ludovic Dambélé sont complètement passés à côté du sujet face à l'Étoile filante de Ouagadougou. 3-7-0, 25-20, 25-20 et 25-21 pour les stylistes qui signent une fois de plus leur retour après quelques années de silence. Ça fait 4 ans que l'Étoile n'a plus disputé de finale. Aujourd'hui, on revient avec beaucoup de jeunes qui ont bien envie de se battre, qui ont bien envie de faire plaisir à ceux qui viennent les regarder jouer, à ceux qui s'investissent pour qu'ils puissent avoir au moins une chaussure, un peu de carburant pour venir. Et là, vraiment, moi, je suis très très content parce qu'ils ont respecté mon plan de jeu et bravo à eux. L'USFA aura résisté, mais hélas, difficile de faire face à l'artillerie lourde des Bleus et Blancs. On est rentré difficilement dans le match. Apparemment, rien ne nous réussissait. Voilà, l'adversaire a pris le dessus. Ils ont su gagner confiance et ils en ont profité. Bon, ben, voilà, c'est le match. Ils ont gagné. Pour les organisateurs, le bilan ne peut être que positif. Ça fait la 5e fois d'affilée que nous arrivons à organiser le championnat D1 de volleyball. C'est un grand pas de notre programme d'activité qui vient de s'achever. Des matchs très intéressants. Le niveau du championnat a été très élevé et les enfants nous ont monté du vrai volleyball. Des médailles en or, plus des enveloppes de 400 000 francs CFA et les trophées.
pour les champions. Des médailles d'argent, de bronze, 300 et 200 000 francs CFA pour les deuxièmes et troisièmes au classement. La fête a tout simplement été belle. À l'étranger, aux États-Unis, l'Obamacare continue de diviser dans le camp du président Donald Trump. Le sénateur républicain John McCain ne compte pas suivre la volonté du président américain sur cette politique de couverture maladie initiée par Barack Obama. L'Obamacare sera bientôt soumis à l'appréciation de la Chambre haute du Sénat américain. Il lui tiendra tête jusqu'au bout. John McCain s'est de nouveau opposé au président américain Donald Trump et à son propre parti qui veulent abroger l'Obamacare. Un texte de la dernière chance devait être soumis à la Chambre haute avant le 30 septembre, date de fin de l'exercice budgétaire. Mais ce vendredi, le sénateur républicain a annoncé qu'il ne suivrait pas le vote de son camp. John McCain, si vous regardez sa campagne, sa dernière campagne, qui n'a été faite que sur ce thème, abrogé et remplacé, il a donc décidé de faire autre chose, tant mieux, et j'affirme que nous avons encore une chance de le faire, on va finir par y arriver. Ce vote aurait pu prendre l'allure d'une formalité puisque les républicains bénéficient d'une majorité dans les deux chambres du Congrès. Mais en juillet, plusieurs figures modérées s'étaient élevées contre l'initiative de Donald Trump qui avait fait de cette abrogation une promesse de campagne. Il suffira désormais d'une seule voix de plus au Sénat pour mettre en échec le chef de l'État sur ce dossier. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ruth Bini Ouattara vous retrouve pour la dernière édition. Merci de votre fidélité.